Bien, on va recommencer, si vous le voulez bien, après cet excellent déjeuner. Qui a mangé du poisson? Quel est l'impact carboné de votre alimentation à midi? Bien, est-ce qu'on peut peut-être, Flore, on peut fermer peut-être la porte où il y a des gens dehors, peut-être, il y a encore des fumeurs ou des fumeuses? Non? C'est bon? Allez, on reprend cet après-midi avec une première intervention d'Hélène Soulier qui sera suivie par deux présentations de projets. On a eu un projet ce matin avec la maire de Mernay-Saint-Martin et on aura cet après-midi deux belles présentations de projets assez différents mais et assez impactants pour les territoires. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Hélène Soulier. Vous êtes architecte, paysagiste, DPLG, également docteur en architecture avec une thèse sur les friches urbaines en 2005 et vous êtes actuellement enseignante, maître assistante à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, dont vous êtes par ailleurs, je crois, la vice-présidente du conseil d'administration. C'est bien cela? Non, c'est plus ça. Alors, du coup, vous êtes quoi? D'abord, je ne suis pas maître assistante, je suis maîtresse de conférence. Maîtresse de conférence. Voilà. Une excuse. Et j'ai été effectivement vice-présidente du conseil d'administration, mais c'est terminé. C'est terminé. Bien, très bien. Voilà, comme ça, nous sommes toutes parfaitement. La loi des mandats. Voilà, très bien. Mais on va vous écouter et puis on va essayer aussi d'engager une petite discussion ensuite à la suite de votre présentation. Donc c'est à vous. Vous avez la parole et on vous écoute. Nous sommes tout oui. Ok, merci. Donc je suis paysagiste. J'ai fait l'école du paysage de Versailles il y a quelques années. Par ailleurs, donc j'enseigne plutôt la conception, la création en fait en paysage, plutôt en master 2. J'ai aussi une activité de recherche et je travaille en partenariat avec le Centre international d'art et du paysage de Vassivière sur une recherche qu'on a appelée les territoires de la création située et qui en fait réunit toutes les disciplines qui font des productions, des projets qui sont vraiment dépendantes d'un lieu. Donc c'est pas seulement les paysagistes en fait, même si nous on est concernés par ça de manière essentielle. Mais il y a aussi des architectes qui ont des positions de projet très fortes là-dessus. Et puis on a aussi des artistes, des gens qui font des installations, qui en fait génèrent des projets vraiment à cause d'un lieu, à cause d'un problème sur un lieu, et leur projet ne serait pas déplaçable ailleurs. Voilà, donc je regarde ça en ce moment. Je suis sortie de l'école de Versailles en 99 avec une fascination pour les espaces à l'abandon. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai enchaîné sur une thèse sur les friches urbaines, un doctorat en architecture à Paris. Alors, le titre de mon intervention, c'est la friche urbaine, déchets ou ressources. Mais on pourrait dire la friche urbaine de pointe du déchet en fait à la ressource. Et je vais essayer de vous embarquer dans le fait de comment, dans les années 80, on considérait ces espaces-là comme des déchets de l'aménagement, des déchets économiques, etc. Et comment c'est devenu des ressources, pas seulement foncières, mais surtout des ressources de projet. Et comment il y a eu des attitudes, comment les friches sont venues bousculer en fait les univers de projet des praticiens, qui soient architectes, paysagistes, etc. Voilà. Donc je ferai un petit point historique rapidement, je montrerai quelques projets sur des friches et on ira regarder aussi un petit peu du côté des artistes qui ont beaucoup regardé les friches et qui ont développé toute cette esthétique aussi, cette poésie de la friche. Donc voilà une image de longue vie dans le nord de la France. C'était une ancienne usine textile. Et donc en fait il se trouve qu'après le choc pétrolier de 73-74 qui a touché la France de manière assez forte, il y a eu une première vague en fait d'abandon d'activités industrielles qui étaient très fortement ancrées dans le territoire, principalement l'industrie textile et l'industrie en fait sidérurgique. À partir de là, on a eu beaucoup de bâtiments avec des gros appareillages, des gros bâtiments, plein d'engins techniques, etc., qui ont été comme ça laissés, je dirais, sur le territoire. Et c'est à partir de ce moment-là que le contexte social, qui était lié aussi en fait évidemment à l'abandon de ces industries, c'est à partir de là qu'on s'est posé la question de requalifier en fait ces friches plutôt
parce que la population en fait, le demandait et était traumatisée en fait, par ces espaces-là. Ensuite, il y a eu toute une vague d'enfrichement qui a concerné d'autres sphères en fait, du territoire. On a eu des friches ferroviaires, on a eu des friches portuaires, on a eu des friches militaires, on a eu des friches touristiques. Voilà, en gros, 30 ans à peu près après les États-Unis, qui avaient été marqués par ce phénomène-là, nous avons été touchés en France par tout simplement des mutations de la société, mutation du réseau ferré de France, mutation des lignes, mutation de l'utilisation des ports qui se retournent vers la ville et où on a besoin d'aller en villégiature, etc. Mutation de la société, on va dire en général. Donc moi, dans cette thèse, alors je ne vais pas parler du tout que de ma thèse, mais au moins je vais me focaliser sur un point. J'ai été regarder dans la région Île-de-France comment dans les années 80, au tout début des années 80, comment les pouvoirs publics considéraient ces friches, comment ils les regardaient. Voilà, donc je me suis intéressée à l'Institut d'aménagement de l'urbanisme de la région Île-de-France, IAURIF, qui a émis les premiers documents. En fait, j'ai retrouvé des documents dans les archives qui étaient des premiers inventaires en fait, de ce qu'on commençait à peine à appeler friche. Donc il y a eu une série d'inventaires entre 79 et 90 à peu près. Voilà, moi j'en ai fait une carte. Alors il y a des blancs qui ne devraient pas être blancs, mais c'est pas grave. Donc vous avez Paris en fait. On a Paris, on a la région Île-de-France. Et en fait, ce qui est en orange, c'est ce qu'eux appelaient des secteurs déstabilisés. Et en rose, c'est ce qu'ils appelaient vraiment les friches. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est de voir comment en fait, les friches industrielles et les friches d'activité s'installaient en fait, le long des fleuves. Évidemment, il y a une cohérence en fait, géographique, parce qu'on se servait du transport en fait, fluvial pour transporter un certain nombre de choses, ou s'agripper en fait, le long des lignes ferroviaires. Donc il y a une logique en fait, sur le territoire de l'implantation des friches et de la manière dont elles sont apparues, parce qu'elles avaient besoin de ressources de transport. Et donc, dans les premiers commentaires et dans ces documents-là, ce qu'on voit, c'est que les commentaires sont hyper négatifs. D'où la notion en fait, de déchets, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en faire. Les pouvoirs publics sont très inquiets. On a peur, parce qu'on va déposer, quand il y a une friche, on va y déposer des déchets. Il y a des communautés marginales qui arrivent, qui ne sont pas forcément tolérées dans la ville normée. Donc en fait, au départ, dans les années 80, c'est un discours qui est très très inquiet, qui a peur et qui aussi parle d'esthétique néfaste, etc., et qui est très embêté en fait avec ça. Mais quand même, si on se rapproche en fait de Paris, on voit là une carte des plans parisiens dans les années 90. En fait, depuis le 19e à Paris, on n'avait pas, depuis toute la vague haussmannienne, on n'avait pas construit de nouveaux parcs publics. Et en fait, il se trouve que dans ces grandes friches, même à l'intérieur de Paris, on va avoir en fait toutes les usines Citroën qui sont ici, on va avoir tous les entrepôts échés de Bercy, et on va avoir au nord tous les abattoirs de la Villette, qui sont laissés en fait à l'abandon pour X raisons. Et du coup, on décide en fait de faire de ces 3 grandes friches, de ces 3 grandes ressources foncières, les 3 grands nouveaux parcs parisiens, et du coup d'en profiter aussi de reconsidérer ce qu'est le parc public en fait à Paris, qui jusqu'à 100 ans avant était vraiment aménagé comme un jardin public. Voilà. Et donc on va se poser pas mal de questions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on livre, alors ces 3 projets, ils se sont réalisés dans l'espace de 10 ans. Les concours, c'est 83, 85, 89, donc c'est extrêmement rapide. C'est des concours qui sont ouverts en international. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les pouvoirs publics comme ça s'occupent de concours, ils élaborent en fait un cahier des charges qu'ils remettent au concepteur. Et dans ce cahier des charges, on voit des photos, des images existantes des friches. Donc là, c'est le cas de Bercy, je pense que vous reconnaissez. En fait, sont glissées ces photos où on voit cette architecture de chais assez pittoresque, où on voit ces lignes de ferroviaires qui rejoignaient en fait la Seine, on voit ces pavés un peu déformés, on voit toute la strate arborée qui est là, etc. Et en fait, une image qu'on peut glaner comme ça sur Internet assez facilement. Aujourd'hui, l'équipe qui a remporté en fait en 87 ce projet est l'équipe qui avait le plus, comment dirais-je, tiré parti de ce qu'il y avait dans le site
à l'époque où il était enfriché. Donc c'est celui qui a en fait patrimonialisé en plus, le plus possible l'architecture déchets, qui a conservé en fait les lignes ferroviaires alors qu'elles servent plus à rien, qui a repris ce vocabulaire d'espace public en pavé, qui a gardé la strate arborée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien comment l'existant en fait et le déjà là qui fait partie en fait de la friche devient en fait un ingrédient de projet hyper fort. Cette notion de faire avec qui nous préoccupe en fait aujourd'hui. Alors j'ai pas mis d'image de la Villette, mais pour la Villette c'était aussi très intéressant dans la mesure où quand les abattoirs ont arrêté leurs activités, il y a eu de manière assez sauvage, on avait des jeunes créateurs qui venaient faire des défilés de mode dans les gravats, on avait Bernard-Marie Coltès qui venait faire des pièces de théâtre sauvages, on avait une des 2 rotondes qui était transformée en théâtre, donc on avait déjà en fait une activité informelle qui était là. Et François Barré, quand il a pris en main le projet, il s'est dit mais enfin toute cette activité en fait qui est là et qui s'installe, on va la garder dans le futur parc. Peut-être rappeler qui était François Barré, enfin ce qu'il faisait. Il a occupé beaucoup de fonctions, mais il était surtout notamment le directeur de l'établissement public de la Villette. Et de l'architecture après au ministère de la Culture. Voilà, et avant il était à Beaubourg. Voilà. Et donc lui il s'est dit mais enfin voilà, ces jardins, ces parcs publics un peu vieillissants en fait à Paris, il faut absolument les considérer. Donc on va faire un parc qui va être culturel, qui va être public, dans lequel il y aura évidemment un morceau de nature, etc. Mais qui va en fait comme ça agréger plein de programmes différents qui vont faire que les parcs vont bouger et ne vont plus être les mêmes. Donc il fait aussi le choix, par exemple, de laisser le parc de la Villette ouvert toute la nuit, ce qui est un choix aussi, politique, de sécurité, etc., qui est assez important. Mais voilà, ce parc devait être traversé toute la nuit, et c'est bien la friche telle qu'elle était quand il a vu, au moment de l'arrêt des activités des abattoirs, qui a généré en fait ce programme-là. Donc on voit bien comment ce qui est déjà là, en fait, génère une partie du projet qui arrive. Alors, quittons Paris. Je voulais vous montrer rapidement deux, trois positionnements, on va dire, projectuels chez d'autres concepteurs. Bon, donc ça, c'est l'île de Nantes, qui a été gérée par Alexandre Chometov, qui est un paysagiste qui a beaucoup œuvré en France. Donc, il avait eu en charge, en fait, la réhabilitation de toute l'île de Nantes. Et en fait, son parti pris dès le départ, c'est de dire on va arriver sur l'île de Nantes et on va classer tous les matériaux qui sont là. Donc on va mettre les rails de chemin de fer d'un côté, on va mettre les enrochements d'un côté, on va mettre tout ce qui est métal. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un espace public pour que les gens, en fait, les Nantais, puissent venir en fait sur l'île se balader avant même de considérer le cahier des charges, des architectures, des logements, des services, etc. etc. Donc l'acte pionnier, c'est celui-là, et du coup, c'est un acte qui se fait aussi à l'économie et aussi en récupérant les matériaux qui sont là. Et du coup, il y a une sorte aussi d'espace public qui devient plus l'espace public, hyper léché qu'on peut voir dans Paris, etc., où on est à 300 ou 400 euros en fait, du mètre carré. Du coup, on tolère en fait le fait qu'il y ait une certaine économie dans l'intelligence de projet, dans l'utilisation des matériaux, et que du coup, l'esthétique en fait qui en ressort change et soit plus celle qu'on connaissait avant. On avait déjà eu ce type d'approche en Allemagne avec l'IBA c'est un petit peu fondateur aussi dans la réutilisation des friches industrielles et le projet de l'île de Nantes est fortement inspiré de. Ouais, tout à fait. Mais sauf que l'IBA avait une dimension économique, humaine et écologique en fait. Donc ils avaient géré les trois et c'est vrai que sur le patrimoine, ils ont fait des choses hyper impressionnantes. Ouais. Et donc ça, par exemple, c'est un jardin qu'on n'aurait pas pu voir avant. C'est aussi sur l'île de Nantes. Donc on rentre dans un espace qui est clos. Il y a simplement des caillebotis métalliques en fait au sol et on circule là-dedans dans une sorte de nature un peu pionnière comme ça. Et quand on en sort, en fait, il y a des panneaux explicatifs pédagogiques qui montrent qu'en fait, l'endroit dans lequel on se trouve, c'est en fait un ancien bâtiment dont on a conservé la dalle de béton imperméable, auquel on a enlevé l'ossature. Et en fait, on montre comment la nature reprend ses droits et comment il y a une conquête végétale en fait, qui est en train de s'opérer, en commençant par les mousses, les lichens, puis des herbacées, puis des ronces, etc. Et on peut suivre comme ça les stades en fait, d'évolution de la friche. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cette valeur-là, en fait,
ce jardin a une valeur, ce jardin public a une valeur qui n'aurait pas pu exister avant. Et du coup aussi, il y a une esthétique qui n'est plus la même. Et on peut, comment dirais-je, déplacer un peu les codes par rapport à ça. Voilà. Bon, puisque j'arrive de Bordeaux, je vous montre une image de Darwin, hein, qui est la reconversion d'une ancienne caserne militaire qui s'appelle la caserne Niel, qui cette fois-ci est un projet qui a été entièrement financé par du mécénat privé. Donc c'est aussi un changement là, économique, de modèle économique, et qui fonctionne très bien. Et pareil, avec un programme complètement multiculturel, programme de travail, de locaux de travail, de cinéma, etc. Et avec une mise à disposition quand même du terrain qui était plus ou moins gratuite par la ville. Hein, oui, par la mairie, ouais, tout à fait. Mais enfin, tout ce qui est dessus est issu de mécénat privé. Hein. Je crois qu'ils avaient fait la une du Point à un moment donné. Et donc, l'acte pionnier en fait dans Darwin, c'était ce skatepark en fait, qui était dans un ancien hangar, où voilà, des jeunes sont venus couler du ciment, faire des modules, etc. Et l'histoire, elle a commencé en fait comme ça. Et après, petit à petit, de manière informelle, on est arrivé à quelque chose de très formel, de très encadré. Mais voilà, des fois sur les friches, ça démarre aussi comme ça en fait. Alors, quelle est cette carte ? Donc cette carte, c'est Rome. C'est Rome, et je voulais vous parler juste, voilà, parce que je suis en train d'essayer de vous montrer comment des concepteurs réagissent de manière très différente et essayent de renouveler en fait leur façon de faire du projet. Là, c'est un groupe d'architectes, urbanistes, paysagistes italiens. Leur groupe s'appelle Stalker. Et en fait, là, c'est Rome, et tout ce qui est en bleu, c'est des espaces un peu de friches, des espaces indéterminés, des espaces pas très qualifiés, etc. Et donc leur but à eux, en fait, ce qu'on voit circuler ici, c'est une ligne blanche. Et en fait, eux, leur position par rapport aux friches, c'est de dire on ne peut pas intervenir dessus. Et la seule façon, en fait, de célébrer ces friches-là, c'est d'aller les parcourir par la marche. Alors, avec derrière, en emportant voilà, toute la philosophie de la marche, etc. Mais de dire aucune intervention possible. Et encore, le manifeste du tiers paysage de Gilles Clément n'était pas sorti. Mais pour eux, c'est la non-intervention absolue et juste pouvoir parcourir ces espaces-là pour parcourir la ville complètement différemment, en fait, de ce qu'on fait. Ça, c'est une position qui est radicale, mais que je trouve intéressante. On a un peu ça à Bordeaux avec le bruit du frigo, même si c'est pas totalement la même chose. Mais ils vont investir des lieux. Ils vont investir, et puis ils ont des parcours qu'ils font en marchant, en emportant du monde, et effectivement, ouais, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé. Mais ça commence à Paris aujourd'hui avec tout un tas de créations d'itinéraires aussi. Ouais, mais Stalker sont beaucoup intervenus à Paris dans les années 90. Hein. Stalker, c'est la référence. Ouais, voilà, c'est les premiers. C'est les pionniers, oui. Voilà, bon, je pouvais pas ne pas parler des jardins partagés, puisque à Paris, en tout cas, c'est au cabinet d'Yves Contasso, en fait, qui était élu vert, accompagné de Alice Leroy, qui elle avait habité en fait à New York, qui connaissait très bien ce genre de phénomène, où pour la première fois, on a réquisitionné en fait des friches qui étaient des fonciers publics et qu'on a laissé en gestion en fait à des associations privées. Donc la mairie de Paris clôturait en fait le site, donnait un portail, mettait un point d'eau et donnait les clés à une association qui en avait en charge la gestion et qui lui disait vous devez ouvrir le jardin partagé tant d'heures par semaine, par mois, etc. Et laisser venir les gens jardiner. Donc il y a eu énormément de jardins partagés dans Paris, tout avec des dimensions très variées, certains jardins très nourriciers, certains jardins très politiques avec des jeunes, très politisés, etc. Mais c'est un modèle qui a bien fonctionné et qui concernait Paris dans la mesure, et la ville dense, dans la mesure où parfois les friches s'installent dans des temps de latence en fait, de l'aménagement. C'est-à-dire qu'entre un projet qui se termine ou une fin d'activité et le début d'un autre, le temps de financer, de faire les projets, parfois on a 2 ans en fait, de palissade avec des espaces fermés. Donc voilà, là c'est vraiment la citoyenneté qui a poussé pour réquisitionner en fait, ces lieux et les occuper.
Alors voilà, là on quitte le monde de la conception, je dirais, urbaine et territoriale. Et moi j'ai regardé beaucoup comment les artistes en fait regardaient en fait les friches, parce qu'ils les ont beaucoup regardés, ils ont beaucoup fait évoluer en fait l'esthétique de ces lieux-là. Et le premier bouquin, c'est un bouquin qui est sorti dans les années 80. C'est un énorme ouvrage comme ça qui s'appelle Paysage, photographie en France dans les années 80, qui a été initié par François Hers et Bernard Latager, qui se sont dit notre France a beaucoup bougé dans les années 70 avec le réseau autoroutier, avec le phénomène des banlieues, avec tout un tas de phénomènes. Il faut créer des images en fait de la France. Il faut inviter des artistes à produire des images de paysages en fait de la France pour qu'elle bascule dans une autre esthétique. Bon, c'est le phénomène de l'artialisation. Et du coup, c'est dans cet ouvrage que moi j'ai trouvé les premières images, les premières photographies en fait de friches ou de délaissés. Donc là, c'est des images de Jean-Louis Garnel, je passe vite. Hein. Voilà, il y a des chantiers à l'abandon, ça c'est Holger Trulch, où on voit bien comment il y a une esthétique qui se crée en fait entre l'intérieur, l'extérieur, ce qui est normé, ce qui ne l'est pas. Et qui va aboutir à ce phénomène dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Urbex, qui est un phénomène en fait international en fait maintenant, qui sont des photographes qui rentrent en fait secrètement en fait dans les friches, et pour qui c'est la notion de l'expérience en fait, de rentrer dans un bâtiment qui n'est pas sécurisé, dans lequel il y a du risque, et d'en ramener en fait des images qu'ils mettent en fait après sur les réseaux sociaux, etc., et qui livrent des images vraiment vraiment magiques d'endroits qu'on ne connaît pas. Ils ne révèlent d'ailleurs jamais en fait les lieux, et voilà, et qui nous en rapportent des images très poétiques, très intéressantes. Je vais conclure sur ce projet-là. C'est une artiste bordelaise qui s'appelle Anne-Laure Boyer. Et ça, c'est un travail qu'elle a fait avec des étudiants à elle de la fac d'art de Bordeaux. En fait, ils ont travaillé sur la notion d'entropie. Voilà, parce qu'en fait, il y a un économiste qui dit que chaque aménagement va générer 10% de déchets, de friches, d'espaces interstitiels, d'espaces mal qualifiés. Et donc, en fait, le rapport, en fait, c'est celui-là. Et du coup, on dit que finalement, ces espaces-là, c'est un peu l'entropie aussi, c'est la part anthropique, en fait, de l'aménagement. Et donc, ce qu'elle a fait, elle, quand elle a travaillé avec ses étudiants, ça, c'était dans des petits baraquements, en fait, d'une ancienne caserne militaire. Donc, c'était les logements, en fait, des militaires qui étaient à l'abandon. Et en fait, ils ont interrogé la notion du dehors, du dedans. Est-ce que l'intérieur, en fait, des logements, ça reste de l'intérieur? Est-ce que c'est l'extérieur qui devient de l'intérieur? Est-ce que c'est pas la friche? Donc, ils ont mis, en fait, tout simplement du papier peint, en fait, qui représente voilà, des endroits de forêt, de nature, à l'intérieur des bâtiments, pour inverser, en fait, la notion de dehors et de dedans. Et peut-être, voilà, ce qu'on peut dire à la fin, c'est est-ce que la friche, c'est pas, d'un point de vue plus artistique et plus poétique, est-ce que c'est pas l'intérieur de la ville, et est-ce que c'est pas la ville qui est devenue en fait le dehors de la friche, vu toutes les ressources en fait qu'on peut trouver à l'intérieur de ces espaces à l'abandon. Merci Hélène Soulier. Alors, comme d'hab, hein, vous êtes habitués maintenant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Est-ce que quelqu'un va lever la main? Quelqu'une? Oui? Devant? Ah oui, un micro, c'est bien. Prenez les miens. Bonjour, je suis Isabelle Lèbre, je suis architecte conseil au CIE 17. Moi, je voudrais rebondir sur Stalker. Ça fait partie de mes stars quand j'étais étudiante en archi, en urbain. Et ce qui est intéressant aussi avec Stalker, c'est la question des limites. Les friches, en fait, c'est souvent vécu comme des enclaves dans la ville, et le fait de les traverser, ça donne à voir un paysage traversé, et ça donne à, comment dire,
un autre point de vue aussi par rapport quand on part d'un centre-ville vers une périphérie. Et nous, c'était des choses qu'on avait vachement travaillé en tant qu'étudiants sur la silhouette urbaine et sur les espaces partagés. Et en fait, raménager les friches aussi, ça réinterroge ça. C'est quel paysage, quelles échelles d'espace public, quelles sont les hauteurs. Et investir ces lieux-là, ça réinterroge aussi nos échelles de vie, comme on parlait ce matin aussi, mais aussi par rapport au territoire tel qu'on le vit. C'était juste une remarque, mais je trouvais ça important de le dire. Merci beaucoup. D'autres remarques ou questions? Oui, non? Plutôt non? Ok, bon, ben on va enchaîner. De toute façon, on pourra y revenir tout à l'heure, puisqu'il ne va être question que de friches revalorisées dans la seconde partie de l'après-midi. Donc restez avec nous. Hélène Soulier, merci beaucoup pour votre intervention.